Je m'appelle Claire Martin, j'ai 62 ans et j'habite à Épinal, rue de la Basilique, dans l'appartement où Paul et moi avons élevé nos 2 enfants. Ce que je vais raconter n'est pas une histoire de jalousie, ni un caprice de femme vieillissante. C'est une vérité que j'ai découverte un soir de mai, en rentrant plus tôt que prévu d'un voyage. Un voyage que j'avais inventé pour le tester. Dites-moi sincèrement, jusqu'où iriez-vous, vous, pour connaître la vérité sur celui ou celle qui partage votre vie? Ce matin-là, j'avais glissé ma petite valise dans le coffre, annoncé à Paul que je partais 4 jours à Dijon chez ma sœur. Il m'avait embrassé distraitement, le regard déjà ailleurs, comme si mon absence était un soulagement. J'ai pris la route, le cœur lourd mais décidé. À Langres, j'ai bu un café tiède dans une station-service, observé les couples autour de moi. Et soudain, j'ai compris que je ne voulais pas fuir, mais voir. Alors j'ai fait demi-tour. À 16h, j'étais revenue à Épinal. La lumière de mai baignait la façade beige de notre immeuble. J'ai monté les marches sans bruit, le cœur battant comme une fille prise en faute. La porte s'est ouverte sans résistance. L'appartement sentait le linge propre et la solitude. Pas de musique, pas de tasse sale dans l'évier, juste une note sur le plan de travail. Réunion tardive avec un client à Nancy. Rien d'étonnant, si ce n'est la précision trop nette, le mensonge trop poli. J'ai rangé ma valise dans la chambre, observé les oreillers bien lissés, le lit trop parfait. Puis, machinalement, j'ai allumé la tablette qu'il laissait souvent sur la table basse. Une notification WhatsApp a surgi, brève, tranchante. H, je t'attends à 19h devant l'hôtel d'Aussonville. A. Je suis restée figée. Ces 2 lettres, A et A, m'ont paru plus violentes qu'une gifle. À cet instant précis, tout s'est mis en place dans ma tête. Ces réunions tardives, ces chemises neuves, ces odeurs d'après-rasage qu'il ne portait jamais pour moi. J'ai regardé l'heure, 17h12. Il me restait 2 heures pour décider si j'allais me taire ou assister à ma propre disparition. Je ne suis pas devenue soupçonneuse du jour au lendemain. Il y a eu d'abord des années droites comme les peupliers le long de la Moselle. Nous nous sommes mariés à l'été 1985. Une robe simple, un tailleur bleu pour Paul et la certitude d'entrer ensemble dans la même pièce de vie. Il a monté son atelier de serrurerie à Golbey avec 3 ouvriers, des portails, des garde-corps, des ferronneries qui brillaient au soleil quand on livrait chez les particuliers. Moi, j'enseignais à l'école élémentaire de Chantraine. J'emmenais mes élèves au musée de l'image, je leur apprenais à lire comme on ouvre des fenêtres. Julien est arrivé en 1990, Lise en 1993, 2 enfants sages qui sentaient la craie et le chocolat chaud. Nos hivers étaient faits de bonnets tricotés et de vacances à la Bresse quand la neige tenait, nos étés de pique-nique près du barrage de Bouzey. Rien d'extraordinaire, mais une façon de tenir debout sans bruit. Puis, sans que je sache exactement quand, l'horloge a pris du jeu. La retraite a d'abord été un cadeau. Plus de mercredis à corriger, davantage de matinées à lire dans la cuisine, pendant que Paul passait à l'atelier voir les gars et terminait 2 soudures. Les premiers décalages furent des broutilles. Il s'est inscrit au club vosgien le jeudi soir. Je trouvais ça bien. Il a changé d'après-rasage, notes de cèdre et de musc. Je me suis dit qu'il avait envie de plaire. Il a acheté 2 chemises blanches sans me demander la taille. Je les ai lavées, repassées, posées bien nettes dans l'armoire. Nous avions gardé les mêmes places à table, les mêmes serviettes, les mêmes silences. Un samedi, j'ai retrouvé dans sa poche un ticket, parking Stanislas, Nancy, 19h01. Il m'avait juré avoir passé la soirée à régler un portail motorisé à Chavelot avec un client pressé. Je n'ai rien dit. Une semaine plus tard, un SMS tardif, écran brièvement allumé dans notre chambre. Bien rentré, à jeudi. Ah! Il a claqué le téléphone comme on referme une boîte d'allumettes. Un fournisseur, a-t-il lâché, déjà endormi. J'ai tourné sur l'oreiller longtemps, avec l'impression d'entendre la vis qui foire dans le bois. La banque a appelé pour une préautorisation dans un hôtel à Vendeuvre. Vérification standard, madame. J'ai noté la date dans un carnet. J'ai fait semblant d'oublier. Les jeudis du club vosgien sont devenus des jeudis parfois déplacés au mardi. Il rentrait plus tard, sentant la lessive d'hôtel et le savon d'ailleurs. Sa gentillesse était intacte,
mais elle avait cette minceur des nappes trop lavées. Quand j'abordais le sujet, il me regardait avec une douceur sèche. « Tu te fais des idées, Claire. On vieillit, c'est tout. » C'est précisément parce que nous vieillissions que je ne voulais pas mourir à petit feu dans un mensonge poli. Le message sur la tablette, cet après-midi-là, « H, je t'attends à 19h devant l'hôtel d'Haussonville, A », n'était pas une gifle, c'était la preuve nette, cadrée, datée qu'il existait un théâtre où l'on jouait ma disparition. J'ai vérifié l'horaire du TER, 18h32, voie B. J'ai enfilé un pull bleu que Lise m'avait offert pour mes 60 ans. J'ai noué une écharpe fine, j'ai pris mon sac et avant de fermer la porte, j'ai lissé d'une main le dessus du buffet comme pour y laisser mon empreinte. Dans le train, la Moselle courait à l'envers sous le ciel de mai et je pensais à tous ces couples qui se saluent place Stanislas sans savoir qu'ils avancent sur une ligne de fracture. À 19h05, je suis sortie sur la pierre blonde, le cœur précis comme un fil tendu. La place Stanislas avait cette lumière dorée qui fait briller la pierre comme une peau chaude. Les façades ricanaient doucement, complices de tous les rendez-vous qu'elles avaient vus passer. Je me suis avancée jusqu'au portail de l'hôtel d'Haussonville, ses ferronneries fines, l'entrebâillement discret sur une cour pavée. Il était 19h passé de quelques minutes. Les terrasses teintaient de couverts et de verre, une odeur de beurre montait des cuisines. J'avais les mains froides, mais la tête claire, comme on l'a quand c'est enfin décidé à ne plus reculer. Il est arrivé à 19h17. Je l'ai reconnu à sa manière de tenir l'épaule, un geste précis quand il remet sa veste en place. Paul portait un manteau que je ne lui connaissais pas, laine fine, couleur anthracite, un soin inhabituel dans l'allure. Il marchait un peu plus vite que d'habitude, le pas des gens qui vont vers ce qu'ils désirent. Elle l'attendait déjà, appuyée à la pierre, une femme brune d'une 50aine d'années, manteau clair, foulard noué sans coquetterie inutile, ses chaussures qui ne trahissent pas. Ils se sont embrassés à la française. 2 bises sages, mais les yeux ont fait le reste, ce glissement d'allégresse qui ne se simule pas. Ils ont traversé la cour bras contre bras, et j'ai pris à quelques mètres la même trajectoire en ralentissant près de la vitrine pour regarder mon visage se tenir encore. À l'intérieur, le hall exhalait la cire et la chambre ancienne. La réceptionniste m'a adressé un sourire professionnel. « Désirez-vous quelque chose, madame ?»« Un thé, si c'est possible, dans le salon. » Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai rien demandé qui me fasse sortir de ma place, témoin et vivante. On m'a conduite dans une pièce aux boiseries claires. Un feu paraissait dans la cheminée. À travers l'embrasure, j'ai vu Paul et sa compagne s'installer près d'une fenêtre. On a déposé devant eux 2 verres, un petit bol d'amandes. Ils parlaient avec cette douceur appliquée qu'il réservait autrefois à ses premiers clients lorsqu'il expliquait comment la main pouvait plier le métal sans le briser. Je suis restée en retrait, ma tasse devant moi, l'anse orientée à droite, comme toujours. Les bribes qui me parvenaient étaient sans danger. Jeudi, concert, fin de mois, les enfants. À un moment, elle a posé sa main sur la table, paume ouverte. Il y a déposé la sienne un instant, simple contact, promesse muette. J'ai senti dans mon ventre non pas le couteau attendu, mais un vide immense, un silence qui s'installait en moi pour durer. Ce n'était pas une trahison spectaculaire, c'était pire. 2 personnes ordinaires qui avaient appris à s'accorder sans moi. Quand elle s'est levée, son téléphone a vibré. Elle s'est excusée d'un signe et a disparu vers la cour. Paul a regardé l'écran du sien, a vérifié l'heure, a bu une gorgée et s'est affaissé dans le dossier. C'est alors que j'ai compris que l'instant ne reviendrait pas. J'ai posé la main sur la nappe, pris ma respiration et me suis levée. Je n'avais pas prévu ce que je dirais. Peut-être rien, peut-être seulement mon prénom, déposé comme une carte d'identité sur la table. J'ai fait 2 pas, regard droit, et il m'a vu. La stupeur a traversé son visage, blanchissant la peau autour des yeux. Il a murmuré, presque sans voix, « Claire ». Le thé fumait encore derrière moi, comme une preuve que j'étais là, dans ce salon, à l'heure exacte où l'on m'avait radié de l'histoire. Il s'est levé d'un bond, la chaise a raclé sur la pierre et un silence immédiat a recouvert la pièce. On n'entendait plus que le tic-tac discret de l'horloge au-dessus du comptoir. « Claire, qu'est-ce que… »
Il n'a pas fini sa phrase. La femme brune venait de revenir, son téléphone à la main. Elle m'a souri poliment, sans comprendre la scène. « Paul, tu me présentes ?» Il a cherché une issue dans les airs, puis a trouvé un mot ridicule. « Voici Claire, une ancienne collègue. » Une collègue. Après 38 ans de mariage, 2 enfants et une maison construite à la sueur de nos épaules, j'étais devenue une simple ancienne collègue. La femme, elle, s'est avancée d'un pas amical. « Enchantée, je suis Hélène Perrin. Paul m'a parlé de ses années difficiles après le décès de sa femme. » Elle a dit cela avec douceur, croyant bien faire. J'ai senti mes tempes battre, comme si tout mon sang cherchait à fuir mon visage. J'ai fixé Paul. Décès de sa femme, il a voulu poser une main sur mon bras. Je l'ai retiré. « Explique-moi, je t'écoute. » Mais sa bouche s'est ouverte sans qu'aucun mot n'en sorte. Hélène nous regardait tour à tour, la main suspendue entre 2 mondes. Alors j'ai dit calmement, « Madame, je suis cette femme décédée. » Elle a reculé d'un pas, le visage vidé de couleur. « Pardon ? Je suis Claire Martin, épouse vivante de cet homme. Il paraît qu'il m'a enterrée pour se refaire une vie. » Paul s'est effondré sur la chaise. Hélène a porté les doigts à ses lèvres. « Mon Dieu, Paul, c'est une plaisanterie ?»« Non, » a-t-il soufflé. « Je n'avais pas le courage. » Il a commencé à balbutier une suite d'excuses incohérentes. « Tu étais toujours fatiguée, Claire, on ne se parlait plus. Je ne voulais pas te faire de mal. » Je l'ai interrompu. « Alors tu m'as tuée ? C'était moins douloureux, peut-être ?» Il a baissé les yeux. Hélène pleurait silencieusement, le mouchoir trempé dans ses mains. Je me suis adressée à elle. « Vous ne saviez pas, n'est-ce pas ?» Elle a secoué la tête. « Il m'avait dit que sa femme était morte d'un infarctus pendant le Covid. Je l'ai cru. J'ai eu pour elle une pitié étrange, celle qu'on éprouve pour un témoin piégé. Je lui ai dit doucement, « Ne vous excusez pas. Vous avez aimé un fantôme que lui seul avait inventé. » Puis je me suis tournée vers Paul. « Depuis combien de temps ?» Il a levé la tête, les yeux rouges. « 2 ans. Depuis l'été 2021. On s'est rencontrés à un salon professionnel à Nancy. J'ai dit que j'étais veuf. Tout le monde l'a cru. Je n'ai pas crié. J'ai simplement senti un froid descendre dans ma poitrine, un froid précis, presque apaisant. Je lui ai laissé l'addition sur la table avec un billet de 20 € posé dessus. Ma part, symbolique. Puis j'ai dit, « Ne t'inquiète pas, Paul, cette fois je pars vraiment. Et tu n'auras même pas besoin d'inventer ma mort. » J'ai traversé le hall, le regard des serveuses suspendu sur moi, et je suis sortie dans la lumière de la place Stanislas. L'air sentait le tilleul et la pluie à venir. J'ai levé la tête vers le ciel pâle, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré jusqu'au bout. Je n'ai pas couru. J'ai marché jusqu'à la gare, comme on rentre d'un enterrement dont on n'est pas sûr d'être la défunte. La pierre tiède de la place gardait la trace de mes pas, et je me suis surprise à compter les grilles, les bancs, les réverbères, pour ne pas compter les années. Au guichet, j'ai demandé le prochain TR pour Épinal. 20 Archt 13, voie C. J'ai acheté un billet aller simple, ce qui m'a fait sourire malgré moi. On croit toujours qu'on rentre, alors qu'on passe. Dans le wagon, la vitre a renvoyé mon visage pris dans la nuit, 2 traits pâles pour les joues, des yeux plus clairs que d'habitude. Je n'avais pas envie de pleurer, j'avais envie d'aligner. J'ai ouvert mon petit carnet noir, celui où je note les semences au printemps et les titres à lire. J'y ai écrit en colonne maigre, Vendeuvre, préautorisation hôtel 1204, parking Stanislas 1901, 25 Croix, SMS, à jeudi, A. 02 vœux, réunion tardive Nancy, 17/5, WhatsApp H, 19h, Aussonville, A, aujourd'hui. Chaque ligne me remettait dans le monde solide. Ce n'était pas un mouvement d'humeur, c'était un inventaire. Je me suis souvenu du code que Paul avait entré sur la tablette. 4 chiffres faciles. Je les avais déjà vus sur les étiquettes de nos valises. J'ai noté « Vérifier synchronisation ». Ce mot m'a rassuré. La vérité a toujours quelque chose d'administratif. À Épinal, la fraîcheur de mai m'accueillit. J'ai traversé la passerelle, suivi le quai désert, serré mon sac contre moi comme on tient un dossier. L'immeuble sentait l'encaustique et le retour de week-end. Dans l'appartement, tout était en ordre et c'était cela le pire, l'ordre des vies où l'on vous a retiré sans déplacer un cadre. J'ai posé mes clés dans la coupelle,
j'ai allumé la grande lampe du salon. La tablette m'attendait sur la table basse, écran noir, promesse d'ombre. Je l'ai réveillé. Il n'avait pas désactivé la synchronisation. WhatsApp, calendrier, mail, les traces s'ouvraient comme un tiroir trop plein. J'ai pris des photos avec mon téléphone, les rendez-vous HHA, jeudi 19h, notés en initiales, les confirmations de restaurants, 2 réservations d'hôtel à Nancy et à Lunéville. Un message « Je pense à toi » accompagné d'un cœur rouge. Rien d'obscène, tout d'une politesse appliquée. On m'avait supprimé avec soin. Dans la chambre, j'ai sorti une boîte en buis du tiroir du bas. C'est là que je range depuis toujours les choses qui font serment. Les dents de lait de Julien, une mèche de Lise, un ticket de cinéma de 1984 où Paul m'avait pris la main pour la première fois. J'y ai posé mon alliance sans théâtre. Le métal a fait un son clair, un petit coup de marteau sur l'enclume. J'ai pensé à l'atelier de Golbey, aux étincelles qui tombaient en pluie quand Paul cintrait une barre. Je me suis demandé à quel moment il avait cessé de se souvenir que j'étais le feu et pas seulement la braise. Je n'ai pas dormi. J'ai fait du thé, j'ai lavé un verre propre, j'ai essuyé un plan de travail déjà sec. À 4 heures, les oiseaux ont commencé. J'ai rédigé 2 messages, sobres et droits. À Julien, déjeuner chez moi ce midi, 12h30, important. À Lise, pareil, bisous. Puis j'ai cherché sur Internet, avocat Épinal, droit de la famille. J'ai noté 3 noms, des adresses près du tribunal judiciaire, rue du Général Leclerc. À 5 heures, j'ai pris une douche tiède. En m'essuyant, j'ai vu dans la glace une femme qui n'avait pas disparu. Elle se tenait là, nue et entière, avec des épaules encore capables de porter. Je me suis dit à voix basse pour l'entendre vraiment. « Claire, tu vas remettre chaque chose à sa place. » Et j'ai attendu la lumière. Le déjeuner a eu lieu à 12h30, comme prévu, sans théâtre. J'avais mis la table simplement, 2 assiettes pour les enfants et une 3e qui restait vide comme une phrase interrompue. Julien a gardé son manteau sur le dossier. Lise a posé son sac près du buffet. Je n'ai pas raconté l'hôtel d'abord. J'ai déroulé l'inventaire. Le ticket parking Stanislas, les préautorisations d'hôtel, les captures d'écran synchronisées sur la tablette, rendez-vous notés en initiales, confirmation de restaurant, messages sobres et réguliers, cette politesse appliquée qui, désormais, disait plus que des aveux. J'ai déposé ma bague dans la petite boîte en buis au centre de la nappe. La pièce a retenu son souffle. Chacun a baissé les yeux une seconde, puis a relevé la tête avec ce calme blessé des gens qui se tiennent. Nous avons mangé presque normalement. J'ai expliqué que je ne voulais ni scandale ni scène, mais une rectification juste, remettre mon nom à sa place et laisser la loi faire son travail. J'ai dit que j'avais rendez-vous l'après-midi avec une avocate, que je demanderais des mesures provisoires devant le JAF, l'occupation du domicile, l'organisation de la séparation, l'inventaire des comptes. Je n'ai pas cherché à emporter l'heure contre leur père, je leur ai proposé la vérité et la durée. Ils ont hoché la tête, chacun à sa manière. Julien, les mains croisées, l'index frottant la jointure. Lise, les yeux brillants, mais la voix nette. Nous nous sommes quittés tôt. Au moment de partir, Lise a effleuré la boîte en buis, comme pour vérifier qu'elle restait bien là. À 15 heures, je me suis assise face à maître Élodie Bernard, rue du Général Leclerc. Une femme énergique, les lunettes rondes, qui écoute sans se hâter. J'ai remis les pièces, notes, copies d'écran, tickets. Ce sont des éléments de contexte, madame, pas des preuves d'adultère au sens strict, mais pour des mesures provisoires et l'attribution du domicile, l'ensemble a sa cohérence, a-t-elle dit. Elle m'a proposé un constat d'huissier numérique dès le lendemain matin pour figer les messages encore synchronisés sur la tablette. La seule manière propre de transformer cette poussière numérique en pierre. Puis elle a déroulé la procédure d'une voix calme. Saisine du juge aux affaires familiales, audience d'orientation, mesures provisoires, pas d'ordonnance de protection, inutile puisqu'il n'y a ni menace ni violence. Choisir entre divorce et séparation de corps, prendre date chez un notaire pour l'état liquidatif du régime matrimonial, communauté réduite aux acquêts. Chaque mot mettait un carreau de plus sous mes pieds. Et la banque, ai-je demandé. Prévenez-les aujourd'hui. Double signature pour les mouvements importants, pas d'information sans mandat écrit.
Faites noter au dossier qu'aucun transfert ne doit être opéré sans votre accord. En sortant, j'ai marché jusqu'à l'agence Place des Quatre Nations. Ma conseillère, Élodie, un autre prénom, la même netteté, a passé les consignes au dossier. Alerte sur les virements atypiques, gel des cartes secondaires si besoin, annotation, aucune info sans mandat. J'ai signé d'une main qui ne tremblait pas. En fin d'après-midi, j'ai rédigé une lettre recommandée avec accusé de réception pour Paul. Notification de la séparation de fait, demande de restituer ses effets personnels sur rendez-vous, proposition de communiquer par écrit. Les phrases trouvaient leur place, simples et fermes. De retour chez moi, j'ai rangé les documents dans une chemise cartonnée, j'ai posé la chemise dans le tiroir du vaisselier, à côté des serviettes. La lumière de mai s'est allongée sur le parquet comme une nappe claire. La nuit a été moins longue. J'avais un rendez-vous précis avec un huissier à 9 heures. Une liste à cocher, une respiration qui se remet en mesure. Vers 22 heures, le téléphone a vibré. Un mail d'Hélène Perrin, quelques lignes droites pour dire qu'elle avait compris qu'elle mettait fin à cette histoire et qu'elle se tenait à ma disposition si la justice souhaitait son témoignage. J'ai répondu plus tard, sobrement. Puis j'ai entrouvert la fenêtre. Épinal sentait la pluie et la sueur, comme au sortir d'un atelier. J'ai pensé que demain, une femme se lèverait pour faire constater qu'elle est vivante. Et je me suis endormie. Le lendemain, à 9 heures précises, l'huissier a sonné. Maître Renard, costume gris clair, mallette stricte, un ton qui n'appuie pas. Nous avons commencé par la tablette. Il a photographié l'écran d'accueil, horodaté l'ouverture de WhatsApp, capturé les échanges mentionnant H et A, les propositions de rendez-vous, les confirmations de restaurant. Chaque capture était numérotée, insérée dans un procès-verbal comme on pose des pierres dans une fondation. Ce n'est pas un constat de faute, madame, mais un constat d'existence et de date. La cohérence servira, le cas échéant, devant le JAF, a-t-il dit. Nous avons poursuivi par le carnet Moleskine, initial, horaire, lieu, puis par les mails de réservation. Je l'ai regardé travailler avec la même attention que je mettais autrefois à corriger une dictée. L'exactitude est une politesse rendue à soi. À 10h30, j'ai reçu un SMS de Paul. « On peut parler ? Je passe prendre mes affaires. » J'ai répondu avec une fenêtre, 15 heures en sa présence, et si possible, celle de Julien. Je ne voulais ni éclat, ni improvisation. Entre-temps, Maître Bernard m'a confirmé par mail le dépôt imminent de la requête en mesure provisoire et l'audience d'orientation probable sous un mois. Elle me proposait une première médiation si je le souhaitais. J'ai noté la proposition sans l'écarter ni l'adopter. Le mot médiation me paraissait à la fois juste et tardif, comme une chaise qu'on rapproche quand tout le monde s'est levé. À 15 heures, Paul a frappé. Il avait vieilli d'un jour, ce qui, à nos âges, se voit. Julien était là, neutre, debout près du buffet, les bras croisés. Paul a commencé par un soupir, puis des phrases rondes, usées par tant d'hommes avant lui. J'étais perdu, on s'éloignait. J'ai eu peur de finir ma vie dans le silence. Il baissait la voix sur les mots importants, relevait les yeux au moment qu'il croyait décisif. J'ai laissé passer le courant sans m'y mouiller. Quand il a ajouté « Je ne voulais blesser personne », j'ai répondu doucement « Alors pourquoi m'as-tu fait mourir ?» Il a vacillé un peu. J'ai dit ça à Hélène parce que c'était plus simple. Julien l'a interrompu. Plus simple que de parler à maman? Le ton n'était pas agressif. Il était exact. Nous avons ouvert l'armoire. Paul a pris ses chemises, son blouson d'atelier, 2 paires de chaussures. Je lui ai tendu une chemise cartonnée, copie des constats, lettres recommandées, protocole bancaire. Pour que tu saches où nous en sommes, communication par écrit, pour l'instant, ai-je précisé. Il a hoché la tête, las. Dans l'entrée, il s'est tourné. On pourrait essayer de... Le verbe s'est perdu. Nous allons d'abord nous séparer proprement, Paul. Le reste, s'il reste, nous le verrons chacun de notre côté de la table. Il n'y avait pas de colère dans ma voix. Il y avait la précision nécessaire pour que l'air circule à nouveau. Après son départ, j'ai rangé l'appartement comme on remet l'ordre dans une phrase. Lise est passée vers 17 heures avec un gâteau aux pommes. Nous avons bu un thé en parlant d'autre chose. Un élève difficile, une pièce à Nancy, la pluie qui revenait. Elle a jeté un coup d'œil à la boîte en buis,
posée là où je l'avais laissée. « Tu veux que je dorme ici ce soir » a-t-elle demandé. « Non. Dis à ton frère que je vais bien. » Elle a souri, un sourire compact et brave. Le soir, Hélène m'a renvoyé un message sobre. Elle confirmait avoir mis fin. Elle proposait, si nécessaire, une attestation relatant les propos de Paul sur son veuvage. Je l'ai remerciée. Il y avait dans sa phrase une dignité qui m'a touchée. Sur la table, le procès-verbal de Maître Renard séchait encore. La mention à 11h58 soulignée d'un trait bleu. Je l'ai glissé dans la chemise. Puis j'ai allumé la radio très bas. À travers la fenêtre entr'ouverte, j'ai entendu un bout de Moselle passer sous la ville. Et je me suis dit que la vengeance la plus précise consistait, ce soir-là, à vivre exactement, jusque dans la façon de poser ma tasse sur sa soucoupe. Les jours suivants ont glissé avec une lenteur nouvelle, celle des choses qu'on décide de reconstruire à la main. Chaque matin, je me levais à la même heure, j'ouvrais les volets, je notais la température sur un carnet, comme pour redonner un cadre à ce qui s'était fendu. L'atelier de Golbey tournait toujours. On m'a dit que Paul s'était installé dans une petite chambre au-dessus du hangar, un coin de vie provisoire avec un réchaud et une bouilloire. La rumeur courait doucement en ville. Certains baissaient les yeux, d'autres feignaient de ne rien savoir. Dans les Vosges, les secrets ne restent jamais secrets bien longtemps, mais la pudeur sait encore tenir les murs. J'ai repris la marche sur le quai des Bons Enfants, là où la Moselle s'élargit avant le pont. Les peupliers avaient cette odeur verte, presque métallique, qui me rappelait les débuts de notre vie. Le fer, l'eau, la lumière. Je pensais souvent à ce mot que l'avocate avait employé, rectification. Ce n'était pas un mot de vengeance, ni de pardon, mais un mot de géomètre. Je remettais ma vie d'équerre, point par point. Un matin, le téléphone a sonné. La gendarmerie de Golbey. On m'informait que Paul avait demandé à déposer un constat amiable de séparation pour prouver qu'il avait quitté le domicile conjugal. Je me suis rendue sur place avec mes papiers. Le brigadier a pris nos identités, a noté la date du départ, les conditions d'accord. Il a ajouté, d'une voix presque tendre, « C'est mieux comme ça, madame. Vous gardez la maison, c'est votre nid. » J'ai signé. Dehors, il pleuvait une fine bruine, de celle qui lave les façades sans bruit. La semaine suivante, j'ai reçu la convocation du JAF. L'audience aurait lieu le 15 juin au tribunal judiciaire, salle 4. Maître Bernard m'a appelé pour préparer le dossier. Justificatif de revenus, attestation d'occupation, estimation notariale du bien. J'ai tout rassemblé dans une chemise bleue. Chaque document me rendait plus solide. Entre deux démarches, je me découvrais d'autres gestes. Remettre un loquet, repeindre une plainte, faire l'inventaire de ce qui m'appartenait vraiment. Dans le tiroir du bas, j'ai retrouvé les carnets de Paul, ses croquis de ferronnerie, des phrases griffonnées. Acier trempé, ne pas forcer la chauffe. J'ai refermé le cahier sans colère. L'acier, je le connaissais aussi. Hélène m'a appelé un soir, après avoir longuement hésité, disait-elle. Sa voix tremblait. Je voulais simplement m'excuser, Claire. Je me sens idiote. Je lui ai répondu que la honte ne lui appartenait pas, que nous étions deux femmes sorties d'un même brouillard. Nous avons parlé une demi-heure, doucement, comme deux inconnus qui se reconnaissent. Avant de raccrocher, elle a dit « Vous êtes forte ». J'ai répondu « Non, juste vivante ». Le lendemain, Lise a voulu m'accompagner au marché. Elle a acheté des fraises, j'ai pris du fromage de chèvre et du miel. Nous avons ri en traversant la place des Vosges parce que le marchand m'a appelée jeune dame sans ironie. En rentrant, j'ai mis de la musique, du vieux Souchon, et la maison a semblé respirer différemment, moins en attente, plus ouverte. Le soir, j'ai ressorti ma boîte en buis. J'y ai ajouté une clé, celle du portail de l'atelier que Paul avait oubliée sur le buffet. Le métal a résonné, un petit son net et franc. J'ai compris que chaque bruit a sa fin. Dehors, les martinets tournaient dans le ciel d'été, rapides et libres. Et moi, pour la première fois depuis des années, je n'attendais plus que la nuit tombe. J'y entrais. Le 15 juin, je suis arrivée au tribunal un peu en avance. Le couloir sentait le vernis et la poussière des dossiers. Salle 4, des bancs de bois, des visages tirés. Les vies se posent là, en piles fines, chacune attendant qu'on dise ce qu'elle devient. Maître Bernard a ouvert sa chemise bleue, m'a indiqué d'un signe que tout était en ordre. Paul est arrivé ensuite,
costume trop sombre pour un matin d'été, une lassitude dans les épaules. Nous ne nous sommes pas salués, pas par froideur, par prudence. L'audience a duré moins d'une demi-heure. Le juge a lu d'une voix claire l'objet de la demande, a vérifié nos identités, s'est assuré qu'il n'y avait ni violence ni urgence sanitaire. Maître Bernard a exposé simplement la séparation de faits, le besoin de stabilité pour moi, l'attribution provisoire du domicile, la clarification des comptes communs. L'avocat de Paul, un homme maigre, efficace, a bredouillé quelques phrases d'apaisement. Mon client reconnaît l'éloignement, souhaite que les choses se fassent sereinement. Le juge a tranché net, comme on coupe une planche. Attribution temporaire du domicile à mon profit, participation de Paul aux charges résiduelles à proportion de ses revenus, communication des relevés de compte sous 8 jours, interdiction réciproque de disposer des biens meubles sans accord écrit, médiation proposée mais non obligatoire. La formule exécutoire de droit a claqué dans la salle comme un timbre sec. J'ai respiré. À la sortie, Paul a fait un pas vers moi. On pourrait parler, un café, peut-être. J'ai répondu que tout passerait par écrit jusqu'à nouvel ordre. Il a acquiescé, une fatigue vieille dans les yeux. Je n'éprouvais ni triomphe ni dépit, seulement l'impression qu'une pièce avait enfin été remise sur ses gonds. L'après-midi, je suis passé chez la notaire pour fixer un premier rendez-vous d'état liquidatif. On a listé les biens, l'appartement d'Épinal, l'atelier de Golbey, fonds et matériel, la vieille Clio et le fourgon, 2 assurances-vie, quelques économies, des meubles aux histoires entremêlées. La notaire a souri doucement. Ce ne sont pas des montagnes, mais ce sont des vies. On va les démêler sans les déchirer. J'ai remercié pour cette phrase qui savait viser juste. Les jours suivants, la décision du juge a mis de l'ordre jusque dans l'air des pièces. Paul a tenu ses engagements. Il a fait parvenir les relevés, a versé sa part, a envoyé un mail sec mais correct pour fixer un créneau afin de récupérer des outils personnels. J'ai préparé des cartons, écrits dessus de ma main, perceuse colonne, Paul, clé plate, Paul. Ce n'était pas de la bonté, c'était de l'hygiène. Un soir, en arrosant les géraniums, j'ai surpris la voisine du dessus qui m'observait avec une curiosité triste. Elle a seulement dit « Vous avez bonne mine, Claire ». J'ai répondu « C'est l'effet des décisions écrites ». Elle a ri, un rire léger qui s'est accroché aux fils à linge. Hélène m'a envoyé une attestation, brève et droite, relatant les propos de Paul sur son prétendu veuvage. Je l'ai transmise à Maître Bernard pour mémoire. Nous n'en avions peut-être pas besoin, mais la mémoire, parfois, mérite un tampon. Le dimanche, Julien est venu déjeuner avec une tarte aux mirabelles, un peu tôt dans la saison, mais l'intention tenait lieu de soleil. Nous avons mangé sur le balcon. Il a parlé de son travail à Metz, des chantiers, des délais. À la fin du repas, il a ramassé les assiettes et m'a dit « Maman, ça va mieux, on dirait ». J'ai dit oui, pas parce que j'étais heureuse, parce que j'étais à ma place, enfin, assise dans ma propre vie, les 2 pieds par terre, le dos contre le dossier. Et l'été, derrière nous, commençait vraiment. L'été s'est installé sans drame, avec cette douceur prudente des saisons qui ne promettent rien. Les volets ouverts sur la Moselle laissaient entrer la lumière tôt le matin et chaque jour avait la même saveur simple. Un café, un silence, puis le bruit des pas sur le parquet, régulier, familier. J'ai repris la médiathèque, les marchés du samedi, les petits trajets à vélo jusqu'au parc du château. À force de rituels, la vie s'est remise en cadence. Paul m'écrivait parfois des mails brefs, techniques à propos des documents à signer, des impôts ou de la chaudière à entretenir. Jamais un mot de trop, jamais une excuse. Il restait poli, distant, et cela me convenait. Il avait choisi son exil à Golbey, et moi, j'avais choisi la netteté. En juillet, j'ai reçu un courrier du notaire. Les opérations de partage pouvaient commencer. La maison me revenait en pleine propriété contre cession de ses parts dans l'atelier. J'ai signé sans trembler. L'idée de rester ici, dans les murs que j'avais choisis, suffisait à apaiser les restes de colère. Un matin, j'ai reçu un message inattendu d'Hélène. Elle me remerciait d'avoir été droite et digne, m'annonçait qu'elle quittait Nancy pour rejoindre sa fille à Besançon. Un nouveau départ sans mensonge. J'ai souri en lisant ces mots. Nous étions 2 femmes qui avaient survécu au même effacement. Je lui ai souhaité un bon chemin, sans regret.
Les enfants venaient souvent. Lise me parlait de ses élèves, Julien réparait les petits riens que Paul n'avait jamais pris le temps de finir. L'ambiance était différente, plus calme, plus complice. Ils avaient vieilli aussi dans cette épreuve partagée. Parfois, nous évoquions leur père sans rancune. Il t'écrira pour ton anniversaire, disait Lise. Parfois, il le faisait. Et c'était bien. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture. Le premier jour, la formatrice a demandé « Pourquoi écrivez-vous » J'ai répondu sans réfléchir, pour ne plus disparaître. Quelques têtes se sont tournées vers moi, mais personne n'a ri. Chaque mardi, je noircissais des pages avec des fragments de mémoire. Le goût du lait chaud quand les enfants étaient petits, le bruit du marteau sur le fer, les odeurs de lessive et de pluie. Peu à peu, tout s'est remis en place. Le passé ne me pesait plus, il faisait partie de ma matière première. Un soir d'août, j'ai ressorti la boîte en buis. À l'intérieur, les dents de lait, le ticket de cinéma, la bague, la clé de l'atelier. J'ai ajouté un petit mot plié. Ici repose ce qui a existé. Que cela reste en paix. Puis j'ai refermé. Sur le balcon, les martinets rasaient les toits, la lumière virait au cuivre. J'ai pensé à toutes celles qui, comme moi, avaient accepté trop longtemps qu'on parle à leur place. Alors si je devais dire une chose à ces femmes, ce serait celle-ci. Ne laissez personne écrire votre fin. Même à 60 ans, on peut recommencer un chapitre. La solitude n'est pas une punition, c'est un espace redevenu à soi. On croit que le cœur se rétrécit avec l'âge, mais il se vide seulement de ce qui ment. Ce qui reste, c'est la force nue de continuer. Et moi, Claire, 62 ans, veuve inventée mais bien vivante, je continue. So much. Can everyone please say bye, Triples? Triples came in just asking for feet, and I've learned so much about selling foot. I retain none of it, but Triples, The pain I feel now is the happiness I had before. Cunt. That's the deal. C.S. Lewis. Pre-work fat searching. Yeah, true. It's what you do before work. Feel the rage, use the dark side, complete the game. I'm gonna. We mentioned Triples and you fell again. That's so true. That's not how you get over it. That's how you get over it. Leaving on a good note. Bye, Triples. It was nice to meet you. Oh my god! Yes! Oh. Cunt. No! No! We got him. You're here forever, Triples. I hope you look forward to my future feet selling career. Fuck my life. Hi, Jordan. Ooh, feet. Oh, Jordan, you've missed loads of fun. What have you been up to, love? How's your evening been? Jordan loves feet. Jordan, what's your thoughts on feet? I don't know why I'm saying that. What's your opinions on feet and people who like feet? Guys, would you give one in chat if you... Yeah, fuck it. One in chat if you would give someone a foot job if they requested it. I get people complimenting my legs and my teeth. If I'm in a relationship, one, if they paid me enough. Not if you were in a relationship with them and they really wanted you to. Would you want someone who you're in a relationship with to pay you? That covers my literal husband too. Okay, there you go. That answers my question. Overson Muller. I'll do anything for a laugh. I ain't maybe that bad. I'm curious what's the number. Yeah, what is the number actually, Sponge? That's actually a really good point. No comment. £3. 2 Kit Kats. Wouldn't want to rule it out. You know what? I would, because why not? Exactly. I'll try anything once. Kit Kats. Ah. Fuck Nestle. Sorry, Naki was offering foot Kit Kats for foot pictures earlier.
It's been okay, thanks. Tried to get down the gym before bed, but it's the busiest I've ever seen it. Really pure joy of having a live counter. Wait, that's sick though. I feel like it's a skill. Yeah, I do have that fear that no. Andy, stop it. Andy, that scared me. I really don't want someone to put their foot in my vagina. I'm gonna be so real, Peter. I don't think feet need to go anywhere near female genitalia. Sorry, I actually just can't have this conversation on the stream. Sorry, sometimes I forget that I'm streaming. It's been okay. I read that. To reframe the question, would you pay for a foot job and chat will look like a tornado? Well, yeah, I guess like I said, would you receive a foot job if someone you were dating was interested in it, or would you want someone to give you a foot job? Fighting the internet clip. I think that might get my channel taken down. Just for clarity, this is not an invitation for anyone to message me asking for feet. Yeah. I assume that most foot jobs end with, okay, never mind, you can use your hands. You did ask in a much politer way, yeah. Ankled? You don't want to get ankled. Andy. Oh, I agree. Sorry. How many feet deep did you get? How many feet deep did you get? Sorry? Sorry? I think Proto's comment really just adds something to me. I assume that most foot jobs end with okay, never mind. I'm screenshotting all the funny chats tonight. You guys are rubbish. That is really good. Watch out for the US. Sorry?